Mon ressenti déjà, je prends du plaisir à me mettre au service des personnes et surtout de me mettre à l'écoute. Je viens de dire, je suis un serviteur de l'écriture. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racines et récits dédié à l'histoire familiale en général et aux récits biographiques en particulier. Le généalogiste familial est certes un chercheur qui fouille inlassablement les archives à la recherche d'informations fiables et vérifiées, mais il est aussi un conteur lorsqu'il s'agit de restituer le résultat de son travail dans le cadre de la rédaction d'un récit biographique. Pour en parler, j'ai invité Olivier Garabé, généalogiste familial, membre de l'U-Projet, qui aime à se qualifier de globe-trotteur des trajectoires personnelles. Olivier Garabé, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Olivier, merci justement d'avoir accepté notre invitation au micro de Racines et Récits. Et ma première question va porter sur une particularité de notre métier, le croisement. Le croisement des données, des archives familiales avec celles de la grande histoire. J'imagine qu'il t'arrive parfois de devoir valider ou réfuter des légendes familiales avant de commencer à les restituer sous la forme d'un récit. Oui, alors, ça se passe de la manière suivante. Lorsque je rencontre un client, on travaille ensemble à la question de l'intention, d'abord. Qu'est-ce qu'il veut raconter? Qu'est-ce qu'il veut transmettre? Pourquoi est-ce que je souhaite, écrire quelque chose? Pourquoi est-ce que je fais cette démarche, en fait, d'écriture ou en tout cas de transmission? Et est-ce que je veux une tranche de vie? Est-ce que j'ai envie d'une vie complète? Des éléments en particulier ou des tranches de vie particulières? Des choses qui m'ont touché dans mon enfance ou ailleurs? Et donc ça, c'est les premiers éléments. Le moment, en fait, où le récit commence, il y a forcément des éléments tout à fait subjectifs, des personnes qui racontent, qui se regroupent avec l'histoire, la grande histoire. Et c'est là que, mon travail, attentif commence, où je me dis: «Ah oui, mais est-ce que là, quand, cette personne raconte tel événement, est-ce que c'est en lien avec la grande histoire ou pas? Et est-ce qu'on peut en faire quelque chose pour une plus-value du récit?» Il se peut aussi que je vérifie les éléments racontés, parce que parfois les gens s'entremêlent et ne sont plus sûrs en fait de la période qu'ils ont vécue, si elle s'intègre dans un rapport linéaire ou pas. Donc parfois je suis amené à comparer les éléments, de la grande histoire avec les éléments de l'histoire subjective et émotionnelle. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Olivier, quels sont les points clés de la rédaction d'une biographie? Est-ce qu'il y a une méthode reproductible? Ou bien faut-il s'adapter entre monographie et biographie familiale plus complète? Je préconise plutôt une biographie familiale qui est basée vraiment sur, le récit de la personne qui se fait interviewer. J'intègre des éléments de monographie, mais ça reste quand même quelque chose dans le vécu, avec la propre vérité de la personne. J'agrémente avec des éléments, factuels de l'histoire, locale, nationale, d'un bâtiment et cetera. Donc lorsqu'il s'agit par exemple d'une histoire d'une maison de famille, par exemple. Et là, j'agrémente avec, des recherches foncières, par exemple. Mais sinon, voilà, une fois que l'intention est posée, les entretiens commencent. C'est-à-dire que je vais chez la personne et dans son salon, la personne me raconte les éléments que nous avons, balisés ensemble. De manière tout à fait simple, comme si on buvait un coup, au café du coin. Et donc voilà, il y a un dialogue qui s'installe et voilà, il y a une 1re tranche en fait où la personne raconte, de manière plus ou moins organisée, c'est pas le problème en fait. Comme ça lui vient, l'important étant que la sensibilité de la personne qui est interviewée puisse transparaître en fait ensuite dans le document. Et puis il y a la retranscription du document. On passe de l'oral à l'écrit, donc j'utilise des logiciels de retranscription, mais aussi je le fais parfois à la main parce que je tiens compte de tous les onomatopées, les silences, emplis d'émotions, les silences plein de choses, plein de subtilités en fait de la parole que j'essaie de retranscrire à l'écrit.
Parce que tous ces éléments-là peuvent me servir ensuite, lorsque j'arrive à l'étape d'après, pour retranscrire avec ma propre plume, en fait, le récit du client. Alors, on s'aperçoit en t'écoutant, Olivier, que la mémoire familiale n'est pas qu'une affaire de vieux papiers ou de photos confinées dans les greniers ou les boîtes à chaussures, quoi. La mémoire Mmh. vivante, tu parles d'entretien, c'est aussi donc une source fondamentale. Comment tu fais pour la stimuler, justement? Il y a plusieurs choses, en fait, il y a plusieurs éléments que j'utilise. D'abord, évidemment, les photos, l'aspect visuel. On sort les photos. Je fais parler la personne, je la fais raconter sur ses souvenirs. Ah oui, telle personne. Ah, mais la personne qui est là, qui est habillée de telle manière, comment s'appelle-t-elle? Et ça, et je fais ravive le souvenir comme ça de manière, assez récurrente. Et puis il y a l'environnement intime de la personne, c'est-à-dire, je vais chez elle la plupart du temps, donc elle a souvent des objets, qui rappellent une certaine histoire. Il y a aussi les objets du quotidien que la personne peut avoir mis dans son salon, par exemple. Mais il y a aussi les odeurs, et il y a aussi, ce que j'appelle la Madeleine de Proust. Avec, voilà, si la personne a un souvenir d'un plat, d'un gâteau, et je lui demande là, pour les prochaines fois cuisiner de cuisiner cette madeleine de Proust pour aussi, hem, heu, qu'il y a un élément participatif aussi dans cette remontée des souvenirs. Et donc elle me fait goûter, il y a un espace aussi d'échange, de convivialité, et je goûte aussi à travers ce qu'elle cuisine à ses propres souvenirs. Alors, en dehors de ces rencontres dont tu parles, j'imagine qu'il y a d'autres sources qui sont indispensables et je pense notamment aux archives de la presse ancienne. Y a-tu recours systématiquement et comment y accède-t-on? Et puis, quelles sont éventuellement les autres sources que tu peux consulter? Alors, la presse ancienne, je l'utilise de manière assez récurrente, je dois dire, parce que, il y a souvent, des faits divers intéressants qui permettent d'agrémenter l'histoire. Il y a des éléments, même des toutes petites sources qui nous permettent de confronter les idées, de confronter, heu l'histoire locale, de confronter l'histoire du client, de confronter la grande histoire. Donc j'ai vraiment j'ai accès de manière systématique. Et puis après, il y a d'autres archives comme l'état civil. Tout d'un coup, la personne ne se rappelle plus si, comment s'appelait son arrière-grand-mère, par exemple. Donc je vais aller chercher l'acte de naissance ou l'acte de décès qui va me permettre de vérifier, en fait, et de mettre le bon prénom au bon endroit. Il y a aussi, potentiellement, les archives des renseignements généraux qui peuvent aussi être intéressants sur des histoires un peu particulières. Je recherche aussi évidemment les archives militaires pour les hommes. Il y a aussi évidemment les archives, diplomatiques, mais aussi les listes des passagers des bateaux il s'agit d'immigration. Donc voilà, j'essaie de croiser, toutes les informations possibles, et pour étoffer, pour agrémenter le récit, et pour vérifier aussi par la même occasion, la parole de mon client. Bien que je le crois sur parole, je parfois quand il y a des éléments qui me paraissent, un peu étranges ou qui ne correspondent pas à la grande histoire, je vais vérifier. Donc c'est une liste évidemment non exhaustive, hein, qui me permet d'aller plus loin avec le client, et dans un deuxième temps, s'il est intéressé, d'y intégrer des images de l'histoire. Comme par exemple le bateau, qui a permis à son arrière-grand-mère de traverser l'Atlantique. Alors, quand on parle généalogie, on pense aussi à arbre généalogique. On en a parlé ensemble, Olivier, le grand classique des premiers niveaux de restitution. Comment est-ce qu'on les intègre dans un récit? Alors, il n'est pas forcément nécessaire de les intégrer de manière systématique. Heu, j'ai envie de dire, on les intègre si ça apporte une plus-value, si ça amène quelque chose de plus, au livre, à l'écrit. Et si c'est le cas, alors je construis un arbre, sur un logiciel, et ensuite elle est intégrée à la maquette qui permet ensuite de l'imprimer avec le livre. Mais c'est pas systématique d'intégrer, un arbre, voilà, faut que ça serve à quelque chose en gros. Faut que ça puisse, servir vraiment le débat, le récit, sinon ça sert à rien, c'est pas la peine. Alors, il y a un sujet un peu plus sensible qui concerne les découvertes, que l'on peut qualifier, entre guillemets, de délicates. Je pense ici aux filiations cachées ou aux faits divers tragiques. Comment est-ce qu'on accompagne un client dans la révélation et puis dans la transcription de ces cas particuliers dans un récit familial? Alors, lors du tout premier entretien où on pose l'intention, j'informe la personne, le client,
que potentiellement, je vais pouvoir découvrir des secrets de famille ou des silences ou des problématiques qui n'ont pas émergé en fait durant des années. Et donc, je donne le choix au client, soit de passer ces informations sous silence, de ne pas les révéler, y compris à lui, ou au contraire de dire voilà, ben, le client il veut tout savoir. Et ensuite, on choisit ce que l'on dit ou pas dans le récit. Comme il ne s'agit pas d'un livre d'histoire où on doit mettre l'information dite objective, il s'agit d'un récit en fait où c'est la propre vérité de la personne qui est transmise à d'autres. Parfois, la personne ne souhaite pas que certains secrets ou certains éléments, certaines informations soient transmises et elles sont gardées précieusement, dans le cœur de la personne sans forcément de divulgation. Donc c'est un travail, voilà, de négociation, mais aussi de justesse. Ce qui est important, c'est de sentir si l'information qui est donnée, elle est juste ou pas dans le récit, si elle fait sens ou pas dans le récit, si le narrateur, assume le secret ou assume l'information capitale qui vient de sortir. Et donc tout dépend un peu de tout ça. Et lorsque je découvre, en fait, devant mon ordinateur ou aux archives, cette information, je prends rendez-vous avec mon client et je l'informe, devant un café, de manière conviviale, de l'information que j'ai trouvée. Ce n'est pas, je lance pas un mail ou un SMS en disant: «Voilà, j'ai trouvé tel truc ou telle information», mais c'est plutôt vraiment un moment, où je suis plein d'attention avec la personne pour aussi recueillir son sentiment sur cette information et puis décider dans un deuxième temps qu'est-ce qu'on en fait ou qu'est-ce qu'on n'en fait pas. Voilà. Alors parlons justement du produit final. Comment aimes-tu le réaliser? Quel mode narratif tu emploies et surtout quel objet physique ou numérique réalises-tu? Alors aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les demandes étaient plutôt des objets, des livres. Des livres écrits. L'idée première des demandes de mes clients était de fabriquer un bel objet à offrir. Pour la plupart, en fait, ce sont ces types de demandes-là. Et puis je propose ce que j'appelle les livres sonores qui potentiellement peuvent être, racontés par des comédiens ou des comédiennes. À ce jour, vu le tarif, j'ai pas eu de demande de cette proposition-là, mais en tout cas, ça fait partie de mon offre. Voilà, de pouvoir, raconter l'histoire des personnes à plusieurs voix, avec des professionnels de la voix. Alors en conclusion, Olivier, quel est ton retour d'expérience sur les ouvrages que tu as réalisés et comment les familles le reçoivent-elles? Mon ressenti déjà, je prends du plaisir à me mettre au service des personnes et surtout de me mettre à l'écoute. Je viens de dire, je suis, un serviteur de l'écriture et voilà, je me mets vraiment dans une position où j'accueille ce qui m'est raconté. Mon travail n'est pas de faire du tri dans un premier temps, mais vraiment d'accueillir. C'est un travail d'accueil. Je ne suis pas un avocat, un médiateur, un juge, mais vraiment un recueilleur de paroles qui permet ensuite de donner, un récit subjectif, de la personne que j'ai interviewée. Ça, c'est important. Je ne suis pas là en tant que juge qui va juger sur une situation ou un avocat qui va défendre un point de vue. Olivier, un grand merci pour ta participation à Racines et Récits et je précise le nom de ton site, garabé-généalogie.com, qui permet de découvrir l'étendue de ton offre, car je précise que tu es aussi un spécialiste du patrimoine bâti. Merci Olivier. Avec grand plaisir. Merci Stéphane. Vous venez d'écouter Racines et Récits, saison 2, épisode 7. Ce programme disponible sur toutes les plateformes de lecture est animé par Stéphane de Mazure et réalisé par Julien Riquier. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode le 17 avril. À bientôt et merci de votre fidélité.